Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a séjourné en République démocratique du Congo. Il a assisté à l'ouverture de la session de mars. Guillaume Soro a partagé à cette occasion sa conception du panafricanisme. 600 salles de classe et 8 établissements secondaires, c'est ce qu'il faut à la région de Divo pour une meilleure formation des élèves. La région concentre à elle seule 72 à 75% du taux de scolarisation. Le pape François a dit sa première messe aujourd'hui. Il a indiqué qu'un pape doit ouvrir ses bras pour accueillir avec affection et tendresse toute l'humanité, spécialement les plus faibles, les plus pauvres et les plus petits. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Vous le savez certainement, le roi du Maroc est attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI, qui répond à l'invitation du président Alassane Ouattara, doit arriver à 15 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et sa visite de 48 heures sera marquée par la signature d'importants accords de coopération bilatérale. Le dîner gala offert en son honneur par le président de la République se tiendra ce soir à l'hôtel Ivoire. La 6e réunion de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine se tiendra ici en Côte d'Ivoire dans 2 jours. Le thème industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, les enjeux de la rencontre qui va durer 5 jours avec David Guédon-Mobio. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, reçoit l'Union africaine pendant une semaine pour débattre d'un sujet qui demeure d'actualité. Il s'agit de l'émergence de l'Afrique, l'industrialisation au service de l'émergence économique de l'Afrique. Les participants spécialistes des questions d'économie, des finances, de planification du développement sont invités à donner des réponses claires et précises aux interrogations suivantes. Quels sont les critères qui définissent l'émergence ou une économie émergente? Quelle est la contribution de l'industrie à l'économie des pays africains? Est-elle suffisante ou non? Quel niveau d'industrialisation l'Afrique doit-elle atteindre pour être considérée comme émergente? Autre interrogation. Quel rôle les gouvernements et les autres acteurs non étatiques devraient-ils jouer pour lever les obstacles au développement industriel? Quel enseignement peut-on tirer de l'expérience de l'Asie de l'Est dans le domaine de l'industrie? Enfin, comment les pays africains peuvent-ils libérer le potentiel des agro-industries pour en faire une locomotive de l'industrialisation en Afrique? En d'autres termes, l'Afrique peut-elle devenir un continent émergent en l'absence d'une industrialisation réussie? Sont invités à donner des réponses à ces interrogations les ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et les ministres africains chargés du plan et du développement économique de la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Cette 6e réunion conjointe rassemble ici à Abidjan toutes les personnes et ressources nécessaires à la réflexion sur l'avenir de notre continent, l'Afrique. Je rappelle que la rencontre commence dans 2 jours. Depuis le mois de février, la coopérative des planteurs de palmiers à huile de Sassandra mène une campagne de sensibilisation des planteurs. Objectif, aboutir à une bancarisation totale des membres de la coopérative. Inévalé, AIP Sassandra, Thérèse Yoboué. La coopérative des planteurs de palmiers à huile de Sassandra, leader des coopératives agricoles du département, ne cesse de se doter de moyens modernes de gestion. Le dernier programme de gestion qu'elle s'est imposé est la bancarisation. En effet, tous les planteurs membres de cette coopérative seront désormais payés à la banque. Tant qu'on n'a pas fait comme ça, si on a gardé tout l'argent à la maison, souris va nous gâter, des fois, bon, petit, voler aussi, ça peut nous trouver, mais si ça est dans la banque, c'est bon. Si je garde mon argent là-bas, je peux aller souvent prendre un prêt là-bas, faire mon commerce ou agrandir mon champ. Cette opération permettra à la coopérative d'avoir plus de crédibilité auprès des établissements bancaires, ce qui peut lui permettre de tisser à la longue des partenariats gagnant-gagnant. Le chef d'agence de la banque partenaire a procédé à la remise des fiches d'inscription aux planteurs. La Copalsa compte plus de 2000 salariés, agents techniques et planteurs confondus.
Elle a multiplié ces dernières années des actions en vue de la promotion des activités de la filière. Elle s'est également dotée de camions de ramassage de la graine de palme. La Copalsa participe aussi à l'entretien des pistes villageoises. Depuis l'année dernière, elle a créé une pépinière afin d'offrir aux planteurs des plants sélectionnés de dernière génération. À Bodokro et à Béoumi, les agriculteurs ont du mal à écouler leurs produits à cause du mauvais état des routes. Conséquence de ce fait, ils sont manipulés par les acheteurs véreux qui s'approprient les produits à vil prix. Soro Corona et Diarasouba Larsande nous en disent plus. Les localités de Bodokro et de Béoumi sont au nombre des greniers de la région de Bouéké. Les paysans de ces zones travaillent avec abnégation, courage et dévouement pour fournir le reste du pays en produits vivriers. Cependant, l'écoulement de leur production vers les centres de commercialisation rencontre d'énormes difficultés. Nous produisons les choses et vraiment c'est mal. Notre utilité, c'est pas bien payé. En tout cas, à cause de la route. Il n'y a pas de route ici jusqu'à Bouaké. Ces routes impraticables ont pour conséquence la mévente des productions. Cette situation donne l'occasion à certains acheteurs véreux de fixer les prix selon leur bon vouloir. Même si tu gagnes beaucoup de tomates ainsi que riz, les acheteurs qui viennent, c'est le prix qu'ils vont donner là, c'est ça que tu es obligé de donner. Parce que l'état de la route n'est pas bon. La situation est plus préoccupante pour les villages de Béoumi qui sont situés de l'autre côté de la rive du fleuve Bandaman. Plus de bacs, pas de pont. Ces paysans se retrouvent avec leur production sous les bras. Pour trouver une solution à leurs préoccupations, les paysans ont mis sur pied une structure dénommée Bureau de vente des producteurs, BVP. Cette organisation a pour objectif de sensibiliser et former les paysans sur la nécessité des ventes en groupe. À l'époque où nous n'avons pas encore connu le BVP, on travaillait, on produisait, mais on vendait n'importe comment et nous n'avons pas de revenus. Si bien que, malgré qu'on travaille, qu'on vend, mais nous sommes toujours écus dans la pauvreté. Le bureau des ventes des producteurs vient initier des rencontres dans les localités de Bodokro et de Béoumi pour trouver des solutions à cet épineux problème des routes. Selon les paysans, la remise en état de ces routes rurales va améliorer leurs conditions de vie afin de mieux récompenser leurs efforts au travail. Et on en vient au deuxième titre de ce JT. Pour que les élèves de Divo puissent être formés dans de bonnes conditions, il faut 600 salles de classe au primaire et 8 établissements secondaires. La région d'après Chaltatou, qui s'est intéressée à la question, concentre 72 à 75% du taux de scolarisation. Divo, chef-lieu de région de l'Odibois. Ici, les infrastructures scolaires sont en nombre insuffisant. Seulement 523 établissements préscolaires et primaires et 9 collèges publics pour l'ensemble des localités de cette région. Et plusieurs de ces bâtiments scolaires sont dans un état de vétusté avec un déficit de table-banc obligeant les élèves à s'asseoir par trois. Ils sont aussi exposés aux aléas de la nature, comme le cas au collège moderne où un gros arbre déraciné par la tornade est venu endommager une salle de classe. La région de l'Odibois fait partie des régions du pays qui ont un pourcentage élevé en matière de scolarisation avec un taux entre 72 et 75%. Il faut encore donc 600 salles de classe pour le primaire et 8 établissements pour le secondaire afin de permettre à tous les enfants de la région d'être formés dans de bonnes conditions. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, l'espoir est permis avec les nouvelles dispositions de l'État qui veut faire de l'école ivoirienne un symbole référentiel marqué par la compétence et des résultats probants. Il faut absolument que nous soyons bien formés pour pouvoir aller dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle d'émergence, c'est à tous les niveaux. Plusieurs communications ont meublé les travaux. Nous sommes conscients qu'il faut une bonne mobilisation de différents partenaires, mais des acteurs aussi de l'école. Et c'est pour cela que nous avons un plan bien précis, qui est celui de faire de sorte que nous allons avoir une école d'excellence. Le dernier texte confie une grande responsabilité aux parents d'élèves, puisque ce sont les parents d'élèves qui mobilisent les moyens
autour de l'école. Mais je rappelle, ils viennent là pour appuyer, ils ne viennent pas remplacer l'administration scolaire. Avec les travaux de ce séminaire, ce sera donc un acquis certain. Et les retombées se feront sentir à travers les résultats probants de cette fin d'année scolaire. Et on reste à Divo pour parler cette fois de la campagne de promotion de la planification familiale et prévention VIH-Sida. C'est une campagne menée par l'Agence ivoirienne de marketing social. Plusieurs films ont été projetés. Le commentaire de Thérèse Yoboué-Tapé. 2 films intitulés « Grossesse et accident » et « Concours de grossesse » ont été projetés à l'espace Sorbonne de Divo dans le cadre de la campagne promotionnelle organisée par l'Agence ivoirienne de marketing social, l'AIMAS. Ces 2 films mettent respectivement en exergue les conséquences néfastes des avortements suite aux grossesses précoces et les avantages de la planification familiale. Une autre activité conduite par l'AIMAS, un atelier de renforcement des capacités à l'intention des animateurs communautaires de l'ONG UVPAP, Union des villages producteurs en agropastoral. Ces animateurs interviennent sur le terrain dans le cadre de cette campagne qui fait la promotion de la planification familiale et de prévention du VIH-Sida. Il s'agit d'outiller ces animateurs pour leur permettre d'aborder la 2e phase de ce projet muni de toutes les armes nécessaires pour persuader les femmes d'utiliser les méthodes contraceptives en toute confiance et sans aucune appréhension. Suivant maintenant le bilan des activités de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, avec Honorine Agnigori. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a 33 ans. L'AIBF est devenue association d'utilité publique par l'État de Côte d'Ivoire en mars 2011. Elle a contribué à protéger 50 000 couples contre les grossesses non désirées par le planning familial et est fréquentée par 30 à 40 000 personnes. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial a pour particularité de contribuer à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction. Je prenais les comprimés, je suis venue placer un plan aujourd'hui. C'est une piqûre. Ça se passe très bien. Ça fait 6 mois déjà. Mon mari est d'accord. Nous avons un enfant d'abord et compte tenu de... Elle est encore très petite, donc on a voulu adopter le planning familial pour la permettre de pouvoir bien grandir. Docteur Bédard Kofi, à l'AIBF, parle des avantages de la planification familiale. Le planning familial, c'est plusieurs méthodes que nous mettons à la disposition des femmes pour qu'elles puissent choisir d'elles-mêmes, librement, le temps, le moment opportun où elles doivent faire leur enfant. Donc nous avons plusieurs méthodes, notamment les comprimés, les injectables, l'implant et le stérilet. Ça sont des méthodes hormonales. Nous avons aussi des méthodes naturelles. Les domaines d'intervention de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial sont entre autres la planification familiale, les consultations prénatales et postnatales, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, la prévention de la transmission mère-enfant et la médecine générale. 165 000 réfugiés ivoiriens sont revenus en Côte d'Ivoire. C'est entre autres ce qu'on a appris lors de l'atelier bilan du HCR qui se tient ici à Abidjan. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. On reste avec Honorine Agnigori pour en parler. 165 000 réfugiés sur 250 000 sont retournés en Côte d'Ivoire de 2011 à 2013. C'est en vue de rechercher des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les années 2014 et 2015 que ce présent atelier se tient. Il a pour but de permettre un peu de faire les prévisions, c'est-à-dire dégager un plan d'action du HCR pour la période 2014-2015. Les actions du HCR sont des actions utiles en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. Depuis quelques années, le HCR fait leur planification biennielle. Nous avons assisté des
personnes pour avoir les actes de naissance et ensuite la nationalité ivoirienne. Et nous aidons ces gens de réinsérer dans leur communauté, leur village. Les appréciations des réfugiés sur les activités du HCR. Le HCR nous prend en charge. Il y a la prise en charge médicale qu'on nous prend en charge à 80%. Il y a une aide à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Tu vas à l'école. Pour l'éducation aussi, nous avons un problème pour nos enfants qui font le supérieur. J'aimerais que HCR m'aide à me réinstaller. Au nombre des réfugiés, on compte des déplacés internes, des retournés, des rapatriés et des apatrides, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune pièce d'identité ni d'extrait de naissance. Ils proviennent de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pour la plupart du Libéria et du Ghana. Et dans le cadre du contrat de désendettement au développement, la France va appuyer le service civique d'action pour l'emploi et le développement. Le programme cible les jeunes de 18 à 30 ans sans diplôme et sans expérience professionnelle. Lassina Ouattara nous en dit plus. Du fait de la crise en Côte d'Ivoire, 85% des 15 à 35 ans sont au chômage. C'est ce que révèle une étude réalisée en 2006 par l'Agence de promotion de l'emploi AGEP. C'est la frange de la population qualifiée de vulnérable, d'où l'adoption d'une réponse rapide et à même de contribuer à la cohésion sociale. Le service civique d'action pour le développement est la concrétisation de la volonté politique des dirigeants ivoiriens à trouver une solution durable au problème du chômage. Dans les différentes études qui ont été faites en Côte d'Ivoire, le secteur privé aujourd'hui reste celui-là qui va déterminer les emplois de demain. Il nous faut apporter la réponse à la préoccupation. Et que disent-ils? Ils ont un document qui est intitulé Côte d'Ivoire 2040 dans lequel ils indiquent clairement les enjeux de demain et surtout la main-d'œuvre qu'à mettre à leur disposition au moment venu pour éviter justement qu'on aille rechercher ça et là des profils qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Là-dedans, vous avez bien sûr donc tout l'aspect agro-industrie, mais aujourd'hui avec les nouveaux emplois, peut-être que dans le pétrole, le gaz, on a besoin d'avoir du personnel formé, même dans l'électricité, dans les télécoms. La signature de convention entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Emploi, va permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'insertion en relation avec des acteurs civils et militaires. L'idée est d'offrir aux jeunes une formation avec un encadrement et des règles de vie s'inspirant du modèle militaire. Deux façons prévues pour la mise en œuvre. Une phase pilote de 2013 à 2014 et une phase de développement à partir de 2014. À terme, le service civique pourra se dérouler dans 12 centres de formation sur toute l'étendue du territoire avec une capacité d'accueil de près de 3000 jeunes par an. Et je vous le disais au début de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a séjourné en République démocratique du Congo pour assister à l'ouverture de la session de mars de l'Assemblée de ce pays. Et Guillaume Soro a partagé à cette occasion sa conception du panafricanisme. La messe inaugurale du pape François a eu lieu aujourd'hui. Le pape François a reçu ses emblèmes pontificaux devant plusieurs dizaines de milliers de personnes lors de cette messe inaugurale et s'est donc paré de ses attributs pontificaux qu'il a célébré la messe. Le vrai pouvoir d'un pape est le service humble, concret, a-t-il déclaré. Le nouveau pape argentin a estimé qu'un pape doit ouvrir les bras pour accueillir avec affection et tendresse toute l'humanité, spécialement les plus faibles, les plus pauvres, les plus petits. Son pontificat commence aujourd'hui, mardi 19 mars. Et on va voir maintenant ce qui se passe dans le monde. On commence par le Venezuela. Les États-Unis ont nié être impliqués dans une tentative d'assassinat du chef de l'opposition. Complot visant à assassiner le candidat de l'opposition et ainsi déstabiliser le Venezuela à un mois de l'élection présidentielle. Nicolás Maduro, le président par intérim et candidat du pouvoir, affirme qu'un plan secret est en marche, derrière lequel, selon lui, se trouveraient les États-Unis. Son gouvernement va garantir la sécurité de tous les candidats à l'élection présidentielle, mais Enrique Capriles, le candidat de l'opposition, a déclaré par avance que Nicolás Maduro serait responsable de toute action à son encontre.
La Cour suprême indienne a décidé ce lundi que l'ambassadeur italien ne pouvait prétendre à l'immunité diplomatique lors d'une audience sur l'affaire des 2 fusiliers marins italiens accusés de meurtre. Le retour en Italie de ces 2 militaires poursuivis en Inde pour le meurtre de 2 pêcheurs indiens qu'ils disent avoir pris pour des pirates a provoqué une crise diplomatique entre les 2 pays et l'ambassadeur italien a été contraint de rester sur le territoire indien. Attentat sanglant à Peshawar au Pakistan. Des hommes armés ont attaqué en fin de matinée le palais de justice. Un homme s'est fait exploser et un autre a lancé une grenade, puis il y a eu un échange de tirs selon la police. Le bilan provisoire est de 4 morts et 25 blessés. Cet attentat n'a pas été revendiqué. C'est le plus gros contrat de l'histoire de l'aviation civile. Ce matin, dans les salons de l'Elysée, la compagnie indonésienne Lion Air a signé la commande de 234 appareils A320 à l'avionneur européen Airbus. Un contrat de 18,4 milliards d'euros qui représente environ 5000 emplois en France sur 10 ans. La compagnie low cost Lion Air est cependant bannie de l'espace aérien européen et américain, faute de normes de sécurité satisfaisantes. Les otages français enlevés en février au Cameroun sont en vie. Les islamistes ont diffusé hier un enregistrement sonore du chef de la famille française dans lequel il appelle la France et le Cameroun à tout mettre en œuvre pour leur libération. Nous perdons nos forces chaque jour et commençons à être malades. Nous ne tiendrons pas longtemps, souligne-t-il, et sa voix a été authentifiée. On revient en Côte d'Ivoire avec cette visite très attendue du roi du Maroc, le roi Mohamed VI. Il arrive dans quelques heures, précisément à 15 h, et le dîner gala offert en son honneur par le président de la République aura lieu ce soir à l'hôtel Ivoire. C'est avec cette information que prend fin ce JT. Merci de votre attention. À très bientôt. Prenez soin de vous.